Ok, Raphaël, content de te retrouver. Peut-être que tu peux te présenter un petit peu pour les dirigeants qui nous regardent. Et bonjour à toutes et à tous, Raphaël Poulain, 38 ans, bientôt 39, ancien rugbyman professionnel au Stade Français pendant 7 ans. J'ai ensuite entamé une grosse introspection à travers la philosophie, la mythologie, la psychanalyse pendant 5 ans. J'en suis devenu con, dogmatique, et j'en suis sorti grandi après être passé par des phases de changement qui étaient très difficiles et salvatrices. Et aujourd'hui, si je vais me présenter qui suis-je, je pense que je suis quelqu'un de bien en devenir et qui attire des bonnes personnes. Donc voilà, je suis fier et heureux papa et mari de Julie, Elliot et Léo. Donc ça va, et aujourd'hui je suis en devenir, préparation d'un one-man show pour janvier, des interventions en entreprise aussi sur le changement, le développement personnel pour le bien du collectif, le leadership aussi, la notion de groupe, tel que je l'ai vécu en tant que manager aussi au Stade Français, et aussi comme je le vis aussi dans ma vie de couple, parce que c'est aussi une équipe aussi, d'élever des enfants aujourd'hui dans le nouveau millénaire, et puis d'être un homme intègre, bien en devenir, en laissant la place aux collaborateurs autour de moi, aux collaboratrices, et puis prendre ma place aussi aux côtés de ma femme. Donc voilà, un espèce de package condensé, t'as vu que je me présente, voilà qui suis-je. C'est fait, c'est à ta façon, c'est exactement ce qu'il faut, c'est absolument parfait. L'idée c'est d'échanger un petit peu avec toi sur quelle est ta version, quelle est ta vision, quel est ton sentiment de ce qu'est le leadership et de comment on peut incarner le leadership quand on est au sein d'une entreprise ou quand on est soi-même porteur de projet, solopreneur, infopreneur, et qu'on veut s'engager dans un challenge qui est difficile. Le leadership, c'est quoi pour toi et comment tu penses qu'on peut l'incarner? Quelle en est ta vision très singulière? J'ai eu la chance de vivre avec des vrais leaders charismatiques qui étaient Christophe Dominici, David Oradou, Christophe Juillet, et puis un leader très charismatique qui était Max Gosini, aussi, qui a révolutionné le rugby dans les années 2000, qui est arrivé avec deux objectifs forts, qui étaient on va être champion de France et champion d'Europe. Il y a une porte ici qui est l'accession à ces titres, il y a une autre porte si vous n'adhérez pas à ce projet. J'imagine bien que tout le monde restait dans la salle, mais derrière, il avait l'intelligence aussi de ne pas aller chercher obligatoirement les meilleurs techniquement. En entreprise, ce serait les plus gros CV, mais des mecs revanchards, des mecs avec du caractère, et qui avaient une vraie volonté d'atteindre des objectifs forts ensemble, avec une capacité de remise en question. Donc j'ai eu la chance d'avoir des mecs qui incarnaient ce qu'ils racontaient. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là pour nous vendre du marketing, mais qui étaient là pour vraiment incarner au Stade Français. Je pense qu'on touchait 20% de ce que les gens touchaient ailleurs dans les gros clubs, et pourtant on était le club phare des années 2000, mais il y avait une vraie qualité de vie, il y avait de vraies responsabilités, tu avais la créativité des jeunes, et la responsabilité aussi, et l'expérience des anciens, et tout ça c'est super bien amalgamé à travers de la bonne communication, de la confiance aussi, des vrais conflits productifs, et derrière des vrais objectifs forts, un véritable engagement, je dirais, individuel et collectif. L'engagement collectif, c'est con, hein, mais c'est d'avoir la bonne cravate, c'est d'avoir la bonne tenue, c'est une vraie rigueur. Bien sûr, une vraie rigueur, puis l'appartenance aussi au Stade Français, à Paris, qui n'était pas une terre rugby. Donc j'ai vécu une aventure extraordinaire dans ce sport avec des leaders qui étaient humains, qui avaient la capacité aussi d'écouter aussi les jeunes dans ce qu'ils vivaient. Tu sais, dans un bus de rugbyman, tu as les managers, tu as l'intendant, et puis derrière tu as, je dirais, les introvertis, c'est en général c'est ceux qui jouent devant, qui mettent la tête là où tu ne mettrais pas les mains, et en tout cas moi, et plus tu avances vers le fond du bus, plus tu as les extravertis, les petits cons. Moi j'étais au fond à droite directement. Aucun doute. Mais il fallait tout, avec les leaders qui en général étaient au milieu, arriver à écouter un peu les conneries du fond, mais aussi la sagesse des anciens qui étaient au début du bus. Et c'est comme en entreprise, c'est comme dans la vie, il y avait du respect, il y avait aussi le respect de l'ancienneté aussi, le respect de l'ancien. On est dans une société où il ne faut pas vieillir, mais là aujourd'hui, plus qu'avant, l'importance de l'ancien qui amène l'expérience, qui amène une forme de sagesse, qui amène aussi de l'écoute aussi pour ces jeunes, et de les orienter non pas vers une réussite humaine, je dirais individuelle à travers l'argent, la gloire et la notoriété, mais plus une réussite basée sur le partage d'expérience, trouver sa place dans un groupe, trouver sa place aussi dans la société, et le but de tout ça, et ce qui donne du sens, je pense, c'est être bien ensemble pour faire bien ensemble, pour avoir bien ensemble. Si on a pu gagner, si j'ai eu la chance de gagner 3 boucliers de Brennus, c'est parce que je faisais partie d'un collectif avec des vrais leaders qui incarnaient des vraies valeurs et qui responsabilisaient les jeunes comme les anciens. Et c'était énorme. Ça, c'est sur le plan professionnel, et sur le plan intime aussi, on est 2 leaders, en fait, ma femme et moi. On a une équipe maintenant avec nos enfants. L'idée, c'est de les éduquer dans les années que l'on vit aujourd'hui, et pas les éduquer comme j'ai été éduqué dans les années 80,
mais avec une ouverture, avec un respect de l'autre. Trouver sa place, avoir la capacité de déplaire, avoir la capacité de dire non aussi, ce qui est difficile pour les parents d'entendre son fils ou ses enfants dire non, mais d'accepter ça, d'accepter aussi son intégrité physique et psychologique. Je dis ça parce que j'ai une anecdote, c'est quand j'amène mon fils à la crèche à 8h30, je lui mets le stress pour qu'il soit à 8h30 à la crèche, alors que je n'ai rien avant 9h30. Et donc, plutôt que d'aller directement à la crèche, je prends un petit virage à gauche, on va dans notre passage secret, il arrive à 8h40, mais on a passé un moment qui était fort, et qui pourra peut-être vivre aussi avec ses enfants plus tard, ou s'il est homo avec son mec, ou tout ça, enfin voilà, il y a tout ça au milieu, et être leader, je pense que c'est d'être dans le respect de l'autre, croire en soi, avoir confiance en soi, et surtout incarner les valeurs que l'on scande. Aujourd'hui, on scande beaucoup de valeurs marketées dans le monde du sport. L'intérêt, c'est de les incarner, d'avoir la capacité de remise en question aussi, l'aveu de faiblesse, tu sais de quoi je parle, le droit à la faille, le droit à l'échec. Aux États-Unis, c'est pas à la mode, c'est incarné. En France, tu casses la gueule une fois, t'es vite montré du doigt. Mais si tu peux pas apprendre de tes échecs, comment tu fais après derrière? Donc un bon leader aussi, c'est celui qui a appris de ses échecs, et donc qui permet aussi à l'autre de se casser la gueule et de le soutenir. Comme moi, les anciens l'ont fait quand j'avais 20 ans, les choses que je fais aujourd'hui dans le monde de l'entreprise avec mes gamins, c'est à moi de les tirer vers le haut avec ce que je suis, mes forces, mes faiblesses, mes compétences et mes limites. C'est ça, et vraiment ce qui revient très fortement dans ce que tu nous dis, et c'est pas surprenant, c'est vraiment le fait d'incarner, vivre pleinement, avoir son âme et son cœur qui soient connectés avec cette question de valeur. C'est vrai qu'on est dans une société du paraître, tu le dis souvent d'ailleurs lors de tes interventions, où on market des valeurs, où on parle de choses corporate dans les entreprises. Et en fait, c'est très au clair sur nos valeurs. Moi, pour ma part, la valeur travail, la valeur liberté, la valeur intégrité sont viscéralement importantes et essentielles pour moi. Et être très au clair aussi sur ce que sont nos anti-valeurs, pour justement identifier quels sont les moments de notre vie où on agit dans ces anti-valeurs. Et surtout, être au clair sur nos anti-valeurs, ça nous permet aussi, en tant que leader, de ne pas aller chercher chez l'autre de la critique et du jugement lié à ces anti-valeurs. C'est simplement parce que justement c'est opposé à ce qu'on est, mais simplement accepter la différence de ce que c'est. Et c'est dans la bonne communication, comme tu le fais si bien. On vient de passer une heure absolument géniale, parce que tu es à la fois pertinent, tu connais, je pense que tu as connu aussi l'échec, la remise en question, tu incarnes, et ça se sent en fait même au-delà des mots. Et en plus, tu diriges bien et tu donnes la parole. Donc tu donnes de la reconnaissance à l'autre, tu ne l'objectivises pas, et ça c'est fort, parce que dans un dialogue, il y a à la fois de l'écoute, de l'échange, mais il y a aussi ce questionnement. Et un bon leader aussi, c'est celui qui va questionner aussi ses managers, parce qu'il n'est pas dans la toute-puissance, il ne peut pas régler tout seul. Donc il va chercher aussi à s'inspirer de ce que font les autres, et ça c'est fort. Ça veut dire sortir du côté sauveur, à vouloir sauver le monde, et en leadership et dans le management, on retrouve toujours très souvent, ce genre de personnalité qui n'est pas une tare, qui est une force. Si elle est reconnue, on reconnaît aussi que d'autres aussi peuvent trouver la place à tes côtés, à mes côtés, et c'est ensemble qu'on construit une belle interview, c'est ensemble qu'on construit un moment comme tout à l'heure, et c'est ensemble qu'on accompagne le changement, en se tirant les uns les autres vers le haut, en acceptant une fois de plus confiance en soi, confiance en l'autre, conflit productif, co-responsabilité, engagement qui amène à des buts forts et intenses. Je l'ai vécu au stade de manière inconsciente, je l'ai vécu dans ma vie de couple de manière consciente. J'ai des beaux objectifs professionnels aujourd'hui, j'incarne ce que je suis, et merci de me donner la parole, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une sensibilité aussi que les gens, et en tout cas les hommes, je parle des hommes, ne se permettent peut-être pas. Oui, est-ce qu'il faut part de sensibilité et de yin et de féminité qu'on a tous. Donner la possibilité, Jung appelait ça, tu parles de yin et de yang, c'est l'animus et l'anima, la part de masculin et de féminin qu'on a en nous. Moi je l'ai mis de côté pour appartenir à ce côté patriarcal, très rugby, très masculin. Merde. Non, j'ai le droit à la faille, j'ai le droit à la faiblesse, j'ai le droit de me comporter comme un con et de me remettre en question. J'ai le droit aussi à la capacité de voir aussi que l'autre peut se comporter comme un con et de lui laisser la possibilité de se remettre en question, de tomber, se relever. On interagit les uns avec les autres, mais ouvrons un peu notre conscience à une autre manière de fonctionner que vulgairement nos couilles et nos cœurs. On a un cerveau, on a un mental, on a une spiritualité, on a une sensibilité. Donnant la possibilité aux hommes et aux femmes d'accéder à ça parce que l'on est, en réalité, et parce que l'on est aussi au quotidien, incarné. C'est ça, et la spiritualité qui est quelque chose qui parfois est mal perçu, mal compris, apparenté à de l'ésotérisme décalé, c'est ni plus ni moins avoir conscience et connaissance de soi, et à travers ça, s'accepter dans toute notre entièreté, notre côté masculin, notre côté féminin, nos parts de rayonnement, nos parts d'ombre, pour mieux pouvoir développer le bonheur pour nous d'abord, et ensuite par répercussion pour les autres. Et les leaders sont pour moi ceux qui font un véritable travail personnel
pour essayer de tendre vers ça. Il y a une notion qui est très importante et que tu décris très bien, qui est celle de conflit productif. Les leaders sont souvent en difficulté par rapport au conflit parce que tout de suite ça mobilise l'ego, qui sont très axés sur le sempiternel avoir raison, et que le conflit est perçu comme une remise en cause identitaire pour eux, à savoir la négation de soi. Qu'est-ce que tu mets derrière le conflit productif? Sortir de ce triangle de Karpman, de bourreau, sauveur, victime, et rentrer dans la capacité de plaire et déplaire, la capacité de dire non sans avoir peur de mourir à soi-même. En fait, c'est très difficile, hein. Moi je le vis en couple, déplaire, ça veut dire que je ne fais pas plaisir à maman, je ne fais pas plaisir à papa, sauf qu'aujourd'hui, moi c'est incarné, il y a des moments où je dis non, comme ma femme aussi dit non, mais quand c'est incarné, quand c'est ressenti, l'autre ne peut qu'accepter parce que c'est clair, parce que c'est limpide, parce que c'est posé. Et d'en arriver là, ça demande d'être adulte, d'être co-responsable des situations dans lesquelles on se met, et d'avoir la capacité de ne pas plaire à tout le monde, donc de sortir un petit peu de cette motivation adolescente, à regarder comme je suis beau, regarder comme je suis grand, regarder comme je suis fort. Enfin, je me comporte comme un connard au quotidien de temps en temps, donc n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas aussi que toi aussi tu as tes failles, et puis quand tu franchis ce cap, tu as confiance, tu es bien, et puis c'est là où tu es incarné et où tu laisses la place aussi à l'autre. Sinon c'est hyper étouffant, il n'y a rien de pire qu'un sauveur qui devient bourreau, quoi, sans s'en rendre compte. Et dans le mode de management dans lequel ont été éduqués nos managers, nos leaders, on reste dans ce côté très patriarcal, pas le droit à la faille, pas le droit à la faiblesse, pas de remise en question, parce que ça veut dire être faillible. Absolument. Mais être faillible, c'est humain. Humanisons justement cette part de nous-mêmes et laissons la possibilité aux autres aussi d'être faillibles, sinon on est constamment dans la confrontation improductive, enfantine ou adolescente. Et être adulte, c'est j'accepte ton point de vue, je te parle du mien, et on va trouver une solution quoi qu'il arrive, mais dans l'écoute. D'où le conflit productif dont tu parlais, et savoir dire non, qui est vraiment quelque chose qui est difficile parfois pour les leaders et managers que d'envoyer le non. Une manière de se décoincer qui vient de William Ury de Harvard Negotiation Project, c'est d'être capable d'envoyer le non positif, c'est-à-dire le non constructif, lequel s'appuie sur le fait que je me dis oui à moi, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup Raphaël pour cet échange. Merci à toi. Très vite. Merci beaucoup.